Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Selon des informations, les chefs d'État membres de la CEDEAO auraient demandé à Faure Gnassingbé d'écouter son peuple, mais celui-ci reste campé sur sa position, celle de garder le pouvoir contre vents et marées. Que peut-on attendre de la médiation de la CEDEAO, notamment celle du président ghanéen Nana Akufo-Addo dans la crise qui secoue le Togo? Et comme je l'annonçais, notre invité est Innocent Soso, journaliste et consultant international, qui va tenter de répondre à ces questions et va aussi décrypter la crise politique au Togo. Il est en ligne depuis Bruxelles en Belgique. Innocent Soso, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio à vous l'été, la voix de la résistance du Togo. Merci de nous accompagner en ligne depuis Bruxelles en Belgique. Et là, vous avez publié un article, justement, c'était hier, un article très pertinent. Et pourquoi soutenez-vous que Faure Gnassingbé est isolé par ses pairs du continent africain? Ça se voit, vous voyez, lors des grandes messes, Faure n'est pas qu'isolé sur le continent africain, mais il est isolé un peu partout dans le monde. Vous voyez que lors des grandes messes où Faure a l'habitude de participer, il n'y va plus, il ne va plus à ces réunions. La dernière en date, c'est la COP23 qui s'est tenue à Bonn, en Allemagne, où Faure n'était pas là. Ce qui n'est pas dans ses habitudes. On sait que Faure est un grand voyageur, qui ne manque aucun rendez-vous, que ce soit sur le continent africain ou que ce soit partout dans le monde. Donc déjà à ce niveau-là, on sent quand même que le monde lui en veut pour son entêtement à vouloir s'incruster au pouvoir. Sur le plan purement africain, on voit bien que Faure n'est plus en odeur de sainteté auprès de ses pairs. On l'a vu dans le passé aller se pavaner au Rwanda, en Zambie, un peu partout sur le continent. Mais aujourd'hui, il ne peut plus faire ça, il n'arrive plus à le faire. Pour la simple raison que nous sommes au 21e siècle, l'Afrique bouge et que tous les chefs d'État africains prennent conscience aujourd'hui qu'il y a urgence à démocratiser les pays, qu'il y a urgence à ce que l'alternance politique se passe dans les pays. Voilà pourquoi Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis bientôt 13 ans, à la suite de son papa qui a régné pendant 38 ans, donc une dynastie qui fait déjà 50 ans, n'a plus son aura sur le continent. Voilà pourquoi déjà il y a cet isolement de Faure auprès de ses homologues africains. Bien justement, dans un article portant également votre signature, vous revenez sur les relations qu'entretiennent les différents pays de la CEDEAO, surtout avec Faure Gnassingbé, et vous démontrez que ces relations sont en mauvaise odeur. Innocent Soso, comment cela s'explique-t-il? Alors, dans cet article que j'ai publié hier 28 novembre, cet article fait suite alors à une enquête, à une investigation et à des témoignages que j'ai recueillis sur des plans diplomatiques, des confidences que j'ai reçues également à travers certains réseaux qui confirment en fait que Faure n'est pas seulement isolé sur le plan international, sur le plan africain, mais il est encore beaucoup plus au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Parce que dès l'entame de la nouvelle crise qui est née depuis le 19 août dernier, plusieurs chefs d'État de la sous-région se sont déplacés ou ont téléphoné à Faure Gnassingbé pour lui demander de s'exprimer, pour lui demander de s'adresser à son peuple, pour lui demander d'écouter ce que le peuple dit. Mais il s'est entêté, il a refusé. Et nous avons vu que par 2 fois, Patrice Talon, le président béninois, s'est rendu à Lomé.
sur demande de ses pairs de l'Afrique de l'Ouest. Et Patrice Talon a été clair avec Faure Gnassingbé. Il lui a dit notamment de tout faire pour résoudre la crise qui est née et qu'il ne saurait rester sourd face aux revendications des populations. Patrice Talon lui a dit que en ce moment précis, l'heure n'est plus à la longévité au pouvoir, mais l'heure est plutôt au fait de marquer plutôt son temps, de marquer l'histoire. Et il a demandé à ce que Faure Gnassingbé puisse déclarer officiellement qu'il ne pourra plus être candidat en 2020. Mais Faure lui a répondu qu'il n'est pas au-dessus des institutions de l'État. Notamment, il n'est pas au-dessus de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il lui avait dit. Et on se rappelle qu'au moment où Patrice Talon était à Lomé, cela coïncidait avec le vote par l'Assemblée nationale qui, je le rappelle, est acquise à plus de 70% à Faure Gnassingbé. Donc cette Assemblée nationale avait voté une loi qui appelait au référendum sur les réformes constitutionnelles. C'est-à-dire que c'est une manie du pouvoir de pouvoir remettre le compteur à zéro à partir de 2020. Ça veut dire que Faure Gnassingbé est prêt à aller aux réformes, mais que cette loi ne soit pas rétroactive, c'est-à-dire que en allant au référendum, cela mettait les compteurs à zéro. Donc Faure aura la latitude de se présenter encore en 2020 et en 2025. Voilà. Donc Patrice Talon lui a dit cela et il a dit qu'il n'est pas au-dessus des institutions, notamment de la CEDEAO. Donc cela a vexé Patrice Talon, qui sait pertinemment que cette assemblée lui est acquise. Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est que Patrice Talon ne veut pas qu'il y ait un flux migratoire au Bénin, parce que le Bénin, ne l'oublions pas, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et Patrice Talon ne veut pas accueillir plus de 200 réfugiés sur son territoire si, par mégarde, les choses dégénéraient au Togo et que le Bénin fera face à un flux migratoire. Patrice Talon ne veut pas cela sur son territoire béninois. La troisième raison est que la crise politique au Togo pourrait paralyser, si cela dégénère, pourrait paralyser l'activité économique de toute la sous-région. N'oublions pas que dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Togo est le seul pays qui a un port en eau profonde et qui a des navires, de gros navires qui ne peuvent pas accoster dans des pays voisins comme le Bénin ou comme Abidjan ou bien comme Tema au Ghana, mais qui accostent au Togo et dont les marchandises sont livrées par voie terrestre vers ces pays. Donc Patrice Talon ne veut pas qu'il y ait alors une panne économique dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une raison. En ce qui concerne le Nigeria, on sait déjà que entre Buhari, qui est un démocrate convaincu, et Faure Gnassingbé, la tension est vive. On l'a remarqué lors du dernier déplacement en tant que président de la CEDEAO de Faure Gnassingbé au Nigeria. Il y avait un ton glacial entre les deux. Et le visage même, les photos parlent, les images parlent, que rien ne va. Et d'après les confidences, Buhari a clairement dit à Faure Gnassingbé qu'il n'est pas question que la CEDEAO le soutienne dans son entêtement à vouloir se représenter au-delà de 2020. Et également, ce qui fait dire que Faure n'est plus en odeur de sainteté auprès de ses pairs, c'est que normalement c'est la présidence, le pays qui a la présidence de l'organisation sous-régionale, c'est-à-dire la CEDEAO. C'est dans ce pays-là que se tient le sommet de la CEDEAO. Mais on a vu que le prochain sommet de la CEDEAO ne se tiendra pas à Lomé le 16 décembre, mais plutôt au Nigeria. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire que les chefs d'État de la sous-région ne veulent plus que le Togo accueille un sommet. C'est plus que clair. Vous avez déjà vu que le sommet de la francophonie a été annulé. Des ministres de la francophonie a été annulé. Vous avez vu que le sommet Israël-Afrique a été également annulé. Donc cela veut dire qu'il y a une pression externe qui se pose sur Faure Gnassingbé. Nous avons vu également que Faure était au Niger la dernière fois, mais il n'était pas en odeur de sainteté vis-à-vis de Mahamadou Issoufou. Nous savons que ce chef d'État nigérien a déclaré qu'il ne se présenterait plus au-delà de son mandat constitutionnel, c'est-à-dire à la fin de son deuxième mandat.
Donc tous les chefs d'État de la sous-région sont vent debout contre une longévité au pouvoir. Nous avons Macky Sall du Sénégal, et qui a été le chantre de l'alternance politique en Gambie. Vous vous rappelez que la Gambie, avec Yahya Jammeh, qui ne voulait pas partir du pouvoir, et que le Sénégal a dépêché son armée pour déloger Yahya Jammeh. Donc Macky Sall, un démocrate convaincu, ne veut même plus entendre parler de Faure. Il ne veut même plus le rencontrer, vous voyez. Donc ça, ce sont des confidences de manière diplomatique que nous avions eues. Et quand on va un peu à l'ouest du Togo, au Ghana, Nana Akufo-Addo est très lié au président Gnassingbé Yadema, et il était très lié également à Faure Gnassingbé. Mais ses conseils, les conseils qu'il donne à Faure Gnassingbé ne veut pas les respecter. Il lui a demandé notamment de se prononcer pour son départ en 2020. Faure n'a pas voulu. Il lui a dit également, comme il a dit à Patrice Talon, qu'il pouvait battre. Même avec un cadre électoral fiable, il va battre à plat de couture toute l'opposition togolaise. Donc, Nana Akufo-Addo lui a dit que non, l'heure n'est plus à ça. Il faut que tu partes, même si tu peux battre tes adversaires politiques dans les urnes. Il faut que tu partes parce que tu as déjà fait 3 mandats et que cela n'est plus possible. Mais devant l'entêtement de Faure Gnassingbé à vouloir garder le pouvoir ad vitam aeternam, il est déçu. Il est tellement déçu, Nana Akufo-Addo, de Faure Gnassingbé, à telle enseigne qu'il est résolu à aller jusqu'au bout de sa logique, de voir éclore enfin vis-à-vis de son voisin de l'Ouest une alternance politique. Donc il est dans cette dynamique actuellement de rassembler tout le monde pour qu'on puisse avoir un dialogue constructif, un dialogue sincère, mais que ce dialogue débouche sur le départ de Faure Gnassingbé en 2020 du pouvoir. En ce qui concerne nos voisins du Nord, Marc-Christian Kaboré, vous savez qu'il est arrivé au pouvoir à la suite de la chute de Blaise Compaoré et que c'est la société civile qui a été au devant de la chute de ce dictateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les élections ont été organisées, c'est lui qui est arrivé. Et alors, il a eu une pression interne. Vous savez que le balai citoyen est très actif comme société civile au Burkina Faso. Et vous savez également que le balai citoyen apporte une caution à cette lutte de la jeunesse togolaise vers la fin de la dynastie Gnassingbé. Et que une prise de position de Roch-Christian Kaboré vis-à-vis de Faure Gnassingbé pourrait contraindre son opposition interne et la société civile interne burkinabé à aller dans les rues contre son autorité. Vous voyez? Et nous savons également que M. Kaboré n'a pas oublié le rôle qu'a joué le Togo lors du coup d'État du général Diendéré. On sait pertinemment que des cargaisons de militaires sont partis du Togo pour aller renforcer la garde militaire de Diendéré. Mais malheureusement pour eux, la société civile burkinabé était debout. Donc Kaboré n'a pas oublié tout cela non plus. Donc on voit que devant ce tableau, Faure est vraiment isolé. Nous avons des pays comme le Cap-Vert ou bien la Guinée-Bissau qui sont, disons, entre griffes neutres, hein, parce que pour eux, ils ne prennent ni position pour ni position contre. Mais nous savons également qu'une décision de la CEDEAO sera appliquée par ces pays. Nous savons également que Alpha Condé, il joue un rôle trouble dans cette histoire parce que lui-même, il a l'intention de briguer un 3e mandat ou bien de mettre son fils en orbite. Mais cela ne marchera pas. Vous voyez, donc Faure, il est isolé, il s'accroche à des bouées de sauvetage dans le genre Condé, mais on sait que Condé n'a plus d'aura au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc le Libéria qui vient de connaître une alternance, qui connaît aussi des alternances politiques, n'est pas d'accord avec Faure Gnassingbé, de même que la Sierra Leone. Donc nous voyons que il est isolé partout en Afrique de l'Ouest. Donc c'est ce qui fait que il y a une pression externe qui est couplé à la pression interne qui font que Faure Gnassingbé partira. Innocent Sossou, vous parlez également dans votre article d'une déception du président médiateur Nana Akufo-Addo, justement le Ghanéen, suite à ce que vous appelez jusqu'au boutisme de Faure Gnassingbé. Innocent, expliquez-nous de quoi s'agit-il concrètement.
En fait, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne la déception de Nana Akufo-Addo, Nana Akufo-Addo a rencontré à plusieurs reprises lui-même, en privé, Faure Gnassingbé. Et il a envoyé à plusieurs émissaires auprès de Faure Gnassingbé. Et il lui a passé plusieurs coups de fil pour le convaincre. Au départ, Nana Akufo-Addo n'était pas d'accord que l'opposition togolaise réclame le retour à la constitution de 92 ou le départ immédiat de Faure. Il n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, selon les confidences, il avait même proposé à certains leaders de l'opposition qui étaient en déplacement chez lui à Accra, il a proposé que l'opposition considère le mandat actuel de Faure comme son premier mandat et que cette opposition puisse lui permettre de se représenter pour un dernier mandat en 2020, et tout en revoyant le cadre électoral, c'est-à-dire le fichier électoral, pour que ce soit une concurrence loyale. Donc Nana Addo était dans cette idée au départ, en voulant prendre fait et cause pour Faure Gnassingbé. Mais finalement, il a compris que, au-delà même de cette proposition, que l'idée de Faure, c'était de rester au pouvoir même au-delà de 2030. Et il a pris attache avec plusieurs observateurs de la crise politique togolaise, il a pris attache avec des leaders de l'opposition, il a pris attache avec certaines personnalités togolaises qui lui ont expliqué qu'au fond, l'idée de Faure n'était pas de démocratiser ce pays, mais de faire comme son père lui a dit, qu'on ne cède pas le pouvoir. Alors, au regard du fait que les conseils de Nana Addo n'étaient plus écoutés par Faure Gnassingbé, au regard du fait que tous ces courriers qu'il l'envoyait, ou bien tous ces émissaires qui allaient à Lomé rencontrer Faure Gnassingbé ne revenaient pas avec des résultats tangibles, du fait également que les rencontres qu'il y a eu les rencontres préliminaires entre une délégation ghanéenne et l'opposition qui exigeait des préliminaires avant la tenue d'un dialogue, étant donné que Faure ne voulait pas honorer ses engagements préliminaires, c'est-à-dire la libération des détenus politiques, la levée des poursuites judiciaires contre certaines personnalités, évidemment Alphonse Poglo, Maître Zeus à Javon et tous ceux qui étaient impliqués dans l'affaire des incendies, étant donné que le Faure ne voulait pas non plus lever les sièges sur les villes de Mango, de Bafilo et de Sokodé, qui étaient des préalables. Tout cela ont fait que Nana Akufo-Addo a compris finalement que le petit, comme il les appelle, est têtu, qui ne veut pas céder. Donc, alors qu'on sait pertinemment que le Ghana voulait réussir ce dialogue, voulait commencer ce dialogue au plus tard, le 27 novembre. C'était la proposition du Ghana que le dialogue soit ouvert au plus tard le 27. Mais on a constaté que Faure Gnassingbé ne veut pas obéir ou bien respecter les préliminaires voulus, et que Nana Akufo-Addo a insisté notamment sur la libération de l'imam de Sokodé, Alpha Mola, et sur l'imam de Bafilo, et sur la libération des détenus politiques. Nana Addo a insisté sur ces faits qui pourraient permettre de décrisper la situation, qui pourrait ramener l'apaisement, mais Faure Gnassingbé n'en veut pas. Donc, au regard de ces entrefaits, il s'est rendu compte qu'il a affaire non pas à un chef d'État soucieux de l'avenir du Togo, mais à un chef d'État qui est plutôt soucieux de la conservation de son pouvoir. Alors, il est déçu, il est complètement déçu, et d'après les confidences que j'ai recueillies ces derniers temps, ces confidences me disent clairement que Nana Addo va jouer son va-tout pour que le dialogue puisse avoir lieu, quitte à mettre la pression de la CEDEAO, de toute la CEDEAO sur Faure Gnassingbé. En tout cas, notre rédaction a bien lu votre article, ainsi on se réfère à vos écrits. Que peut-on attendre de la médiation du président ghanéen dans la crise politique qui secoue le Togo? Alors, il y a deux scénarios possibles face à la médiation ghanéenne. Soit elle réussit, soit elle échoue. Alors, je pars de la du deuxième scénario. Ce dialogue échoue. Pourquoi? Ce dialogue, s'il échoue, ce sera dû à l'entêtement de Faure, à ne céder sur rien. Voilà.
C'est-à-dire qu'il ne veut pas permettre qu'un dialogue puisse apaiser le pays, c'est-à-dire donner les conditions que l'opposition souhaite, la libération des détenus politiques, etc. Il ne le veut pas et le Ghana va jeter l'éponge, tout simplement. Et ça, le Ghana n'est pas prêt à accepter cela. Le Ghana n'est pas prêt à jeter l'éponge d'après ce que nous on sait. Le Ghana est prêt à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, soit ce dialogue échoue et la responsabilité première reviendrait à Faure Gnassingbé, étant donné qu'il est le chef de l'État, il est le patron de la majorité, il est le patron du gouvernement et qu'il peut prendre des mesures idoines pour la réussite de ce dialogue. Ça, c'est le scénario. Premier scénario, c'est-à-dire le dialogue réussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qui est plausible. Le dialogue réussi, ça veut dire quoi? Faure Gnassingbé ne se présente plus en 2020 et il en fait une déclaration solennelle à la fois au niveau de l'opinion togolaise et à la fois pour l'opinion internationale. Il prend des engagements de ne plus se présenter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors, il accepte les termes d'une transition politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle du chef de l'État sera un rôle réduit, c'est-à-dire qu'il est le garant des institutions de l'État et de l'intégrité territoriale. Il fait une représentation de l'État à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une transition se met en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va diriger la transition, et d'après le souhait du Ghana, c'est celui qui peut à la fois rassurer l'opposition, rassurer le parti présidentiel et surtout rassurer l'armée. Donc ça, c'est ce que veut le Ghana. Et cette personne qui sera amenée à assurer cette transition aura la charge de procéder à des réformes, de réformer l'État. C'est-à-dire procéder aux réformes constitutionnelles, aux réformes institutionnelles, aux réformes même de l'armée, et également de revoir le cadre électoral. C'est-à-dire, si recensement, il y aura un recensement, ou soit revoir le fichier électoral qui est, je vous le rappelle, truffé de doublons et de noms fictifs. Donc, celui-là aura la charge de gérer le Togo au quotidien. Et d'après ce que nous apprenons, cette personne qui va gérer cette transition, va prendre l'engagement lui aussi à son niveau de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2020. Voilà le scénario qui est plausible au cas où ce dialogue réussissait. Et d'après ce que je sais, c'est que l'opposition dans ce cas, au cas où le dialogue réussissait avec les conditions que je viens de citer, l'opposition pourrait faire table rase de sa revendication, c'est-à-dire le départ immédiat de Faure Gnassingbé et permettre que de manière juridique qu'il puisse assumer ce mandat jusqu'à terme en 2020. Donc, ça, c'est le scénario au cas où le dialogue réussissait. Mais reste à savoir maintenant si le pouvoir en place a une bonne volonté que ce Togo s'apaise ou pas. Voilà. Eh bien, parlons maintenant de la sortie hier de Jikris Olympio. Longtemps silencieux depuis le début de ce qu'on peut appeler soulèvement populaire, Jikris Olympio, lors d'un point de presse hier, a affirmé prendre sa retraite politique. Il invite également son allié à faire autant. Il demande à Faure Gnassingbé d'écouter le peuple et de ramener la constitution de 1992. Innocent Sossou, vous êtes un fin connaisseur de la crise sociopolitique au Togo. Est-ce un tournant pour la fin du régime de Faure Gnassingbé? Ben, est-ce que le départ à la retraite de Jikris Olympio est un événement? Oui et non. C'est un événement parce que ça donne un coup fatal à Faure Gnassingbé. On se rappelle qu'en 2010, au sortir de la controversée élection présidentielle, Faure et le RPT d'alors avaient scellé un accord. Et dans cet accord, il a été question de co-gérer l'État, de co-gérer le gouvernement. Mais Jikris Olympio s'est rendu compte 7 ans plus tard que Faure Gnassingbé n'a respecté aucun de ses engagements vis-à-vis de l'UFC, de l'Union des forces de changement. Voilà pourquoi il jette le tablier aujourd'hui. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est que Jikris Olympio a senti que les Togolais sont déterminés. Et quoi qu'il en soit, ce peuple ne se démobilisera pas. Raison pour laquelle il a voulu sauver son honneur en appelant son allié d'hier
Faure Gnassingbé à en faire autant après à prendre sa retraite politique. C'est inédit que Jekris Olympio soit arrivé là. Et cela donne un coup fatal à Faure Gnassingbé. On voit aujourd'hui que même sur le plan intérieur, Faure Gnassingbé n'a plus d'alliés. Nous savons que presque tous les partis politiques sont vent debout contre Faure Gnassingbé. Je ne parle pas de la coalition des 14 partis politiques, non, qui sont déjà dans une dynamique de faire chuter le régime de Faure Gnassingbé. Mais je parle aussi de certains partis qui gravitent autour de Faure Gnassingbé, notamment des partis qui ont participé à l'élection présidentielle, c'est-à-dire le NET, le MRC de Kabwa, etc. Donc ces partis-là, même si ils sont là, ils veulent aujourd'hui que Faure Gnassingbé puisse quitter le pouvoir. Ils veulent aujourd'hui qu'il y ait une alternance politique. Donc nous voyons que le coup fatal que Jekris Olympio a donné ce 28 novembre à Faure Gnassingbé est un coup de trop qui montre que il est seul. Le RPT ou bien l'UNIR, le RPT UNIR est seul aujourd'hui contre tout le Togo et que il ne fera plus long feu. Il ne fera plus long feu. Donc le fait pour Jekris Olympio de quitter la barque est significatif. Mais il pourrait aller plus loin. Non seulement il demande à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir, ce qui est un fait, mais également il doit aller jusqu'au bout en demandant à ses ministres de quitter effectivement le gouvernement. Il doit également demander à ses militants, si militants il en a encore, de descendre massivement dans la rue pour porter le message qu'il a donné hier. Donc, Jekris Olympio qui quitte la barque, oui, soit. C'est un coup fatal à prendre. Mais il faut qu'il aille au bout de ses idées en demandant à ses militants, s'il en a encore, de descendre dans la rue. Ben justement, Innocent Soso, sans langue de bois, il faut quand même le dire, Jekris Olympio s'est beaucoup investi pour établir des liens solides entre Lomé et Accra. Également, lors du point de presse hier, il conseille Faure Gnassingbé de ne pas se représenter en 2020. Alors, que dire du futur et des relations entre Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo que d'aucuns soupçonnent de vouloir lui offrir un autre mandat? Alors, c'est un bon conseil que Jekris Olympio donne à son protégé, Faure Gnassingbé, de ne pas se représenter en 2020. C'est un bon conseil. En tout cas, quoi qu'il en soit, que Faure écoute ce conseil ou pas, il va quitter le pouvoir. Ça, c'est plus que certain. Il est isolé, vous le voyez, je l'ai démontré à plusieurs reprises, que sur le plan interne, il est isolé, sur le plan externe aussi, des partenaires du Togo, il est isolé. Et dans la diaspora également, il est isolé. Donc, qu'il écoute Jekris Olympio ou pas, il va quitter le pouvoir. Alors, oui, on sait que Nana Akufo-Addo et Jekris Olympio étaient des amis de plusieurs années. Ça fait plus de 30 ans que les deux se connaissent. Ça fait plus de 30 ans que l'un et l'autre étaient dans l'opposition au régime de Gnassingbé Eyadema. Et puis Nana Akufo-Addo était dans l'opposition à plusieurs régimes. Il a voulu être candidat à plusieurs reprises, il n'a pas pu. Dans son parti, le NPP, Kufuor lui a ravi la médaille. Cette fois-ci, c'était la bonne, il est arrivé au pouvoir. Donc, on sait qu'il y a des liens d'amitié très 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 forts entre Jekris Olympio et Nana Akufo-Addo. On se rappelle également que encore un peu plus jeune, à l'époque, les deux faisaient les Kassankou ensemble, comme on dit. Ils mangeaient ensemble, ils allaient en boîte ensemble, ils se fréquentaient ensemble, ils avaient des amis communs et que Nana Addo, on se rappelle également que quand il est venu en visite d'État à Lomé au début de son mandat, il a été voir Jekris Olympio chez lui à la maison, ce qui est un signe très 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 fort. Donc, il est vrai alors qu'il y a un lien très fort. Hein. Et quand vous allez à Accra, une ville que je connais bien la maison de Nana Addo, de Jekris Olympio, on sent quand même que quand vous posez la question aux Ghanéens ou à Accra, ou bien quand vous dites que vous êtes Togolais, que vous êtes activiste togolais, etc., tout le monde vous dit directement que, ah oui, notre président actuel, il est l'ami de Jekris Olympio. Donc, ça c'est un secret de polichinelle alors. Et si Jekris Olympio, sachant pertinemment que le Ghana avec Nana Addo
est à la tête de la médiation actuelle, si Gécris Olympio arrive à jeter l'éponge à ce moment précis, cela veut dire c'est un grand signe. Cela veut dire que Nana Akufo-Addo lui a certainement dit quelque chose, ou bien que Gécris Olympio lui-même il a pris langue avec Nana Akufo-Addo. Donc tout cela n'est pas anodin. Tout cela n'est pas anodin. Donc cela veut dire que le Ghana est décidé, comme je le disais tantôt, à aller jusqu'au bout pour que ce dialogue aboutisse, advienne que pourra. Quitte même à forcer la main à fort, de quitter le pouvoir. Et je vais vous dire encore une chose. D'après la CEDEAO, le dialogue échoue. Qu'est-ce qui va se passer? La CEDEAO va contraindre Faure Gnassingbé à quitter le pouvoir maintenant. C'est le scénario qui va se passer. Et plusieurs chefs d'État de la sous-région sont déjà de cet avis-là. Soit il accepte les termes d'un dialogue qui se passe bien, il est au pouvoir jusqu'en 2020, soit il refuse, il quitte le pouvoir maintenant ou bien en 2020. Ça, la CEDEAO ne va plus lésiner sur cela. Donc, Gécris Olympio qui demande aujourd'hui qu'il parte, oui, c'est parce que avec son ami Nana Addo, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils se sont parlé. Et justement, le désormais doyen politique, Gécris Olympio, lors de cette conférence de presse, au point de presse, j'allais dire, dénonce également la mauvaise foi du pouvoir dans la mise en application de l'accord qu'il avait conclu et qui lui a valu la chute, hein, ça il faut qu'on le dise. Hein. Alors là, ils ne sont dans ces conditions-là. Quel crédit donner aux défenseurs d'un autre dialogue pour sortir de la crise que traverse en ce moment notre pays, le Togo? Oui, nous savons tous, Togolais, que nous sommes, que le régime Gnassingbé père et Gnassingbé fils n'a jamais respecté aucun de ses engagements, a pris, je rappelle brièvement que depuis le début du processus démocratique, il y a 25 accords qui ont été signés et aucun de ces accords n'ont été appliqués. Aucun de ces accords n'a été appliqué par le régime du père, d'abord défunt, et ensuite par le régime du fils. Et l'accord qui devrait solder la captation du pouvoir en 2005 par Faure Gnassingbé et corriger son arrivée au pouvoir, c'est l'accord politique global de 2006 qui a été signé à Ouagadougou le 20 août. Cet accord n'a jamais été appliqué. Donc c'est fort de tout cela que beaucoup de gens sont aujourd'hui sceptiques en ce qui concerne un dialogue politique qui devrait aboutir encore sur un accord. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Le Togo de 2017 n'est plus le Togo de 2006, ni de 2005, ni de 2010. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a une jeunesse déterminée qui est clairvoyante au Togo. Nous voyons également qu'il y a une opposition qui est unie pour une fois et qui porte jusqu'au bout la revendication nationale, les aspirations des Togolais, c'est-à-dire un retour aux fondamentaux de 1992, de la Constitution de 92, comme l'a demandé également Gécris Olympio hier, et également le vote de la diaspora. Donc, nous voyons que il y a une conscientisation à telle enseigne que faire aujourd'hui des accords et ne pas les appliquer serait un peu difficile pour ce pouvoir-là. Parce qu'on sait que le pouvoir est sur le départ. Et quoi qu'il en soit, ils vont partir. Et je vous refais encore une autre confidence. Même au sein de l'ossature RPT, de l'ossature UNIR, il y a beaucoup de voix qui vont bientôt se lever pour demander à Faure de se prononcer sur sa candidature en 2020. Ça va arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont même dans le système, qui sont dans le gouvernement, qui sont UNIR, qui sont dans le parti, qui disent, pas officiellement, mais qui demandent que Faure parte en 2020 pour donner la chance à ce parti de prospérer au-delà de la personne de Faure Gnassingbé. Donc, vous voyez que Faure n'aura pas le choix que d'appliquer les conclusions d'un dialogue. Et de ce que je sais également, c'est que le Ghana veut donner des garanties à l'opposition quant à l'application des nouvelles dispositions qui seront prises dans un dialogue, pour un accord. C'est-à-dire que le Ghana veut mettre en place un comité de suivi qui sera composé à la fois de la médiation ghanéenne, d'un représentant de la médiation ghanéenne, qui sera composé d'un représentant de la CEDEAO, qui sera composé d'un représentant de l'Union africaine, qui sera composé d'un représentant de l'Union européenne et d'un représentant de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Donc ça veut dire que, au-delà même des acteurs politiques togolais, c'est-à-dire pouvoir et opposition, le Ghana veut donner des garde-fous
veut prendre des garde-fous pour que le dialogue, l'accord qui sera issu de ce dialogue soit d'application. Donc, je comprends le scepticisme des uns et des autres à ne pas croire au résultat d'un dialogue. Mais il faudra quand même que nous allions à ce dialogue. Parce que, comme le dit l'opposition n'est pas demandeuse d'un dialogue. Les leaders ne sont pas demandeurs. C'est le pouvoir qui a besoin de ce dialogue. Alors, nous, l'opposition est prête à aller à ce dialogue. L'opposition est prête à aller à ce dialogue à condition que ces conclusions soient d'application. Voilà. Et Faure n'aura plus le choix cette fois-ci, au regard de tout ce que je viens de dire, Faure n'aura plus le choix de se débiner et puis de ne pas appliquer les conclusions d'un dialogue. Donc oui, il faut aller à ce dialogue, à moins que la rue arrive à déloger Faure Gnassingbé, comme l'a fait le Burkina, comme l'a fait la rue burkinabé. Donc si la rue arrive à déloger, si les rapports de force s'inverse au profit du peuple qui prend d'assaut les institutions de l'État, ou bien ce peuple qui prend d'assaut la présidence et que Faure est dégagé par la rue, oui, ça c'est un autre aspect. Mais si nous n'avons pas ce moyen de déloger Faure Gnassingbé par la rue, il va falloir aller à un dialogue et qu'on ait des garde-fous. Et l'essentiel de ce dialogue, les conclusions doivent respecter, les conclusions de ce dialogue doivent respecter les aspirations des Togolais, c'est-à-dire que Faure Gnassingbé quitte effectivement le pouvoir au plus tard en 2020, qu'on revienne aux fondamentaux de la Constitution de 1992 et qu'il y ait une transition politique. C'est tout. Innocent Sossou, vous savez, hein, pour certains Togolais, Jégis Olympio vient de donner un souffle nouveau à cette mobilisation. Et là, on se pose la question de savoir si cette position de Jégis Olympio suffit-elle pour que l'opposition ou le peuple lève la mise en quarantaine de l'UFC depuis la conclusion de l'accord RPT-UFC. Je ne pense pas que les déclarations de Jégis Olympio hier l'absouent complètement. Non, l'opposition doit demeurer vigilante et très vigilante, parce que, comme dit l'adage, qui a trahi trahira. Et nous savons que le peuple, depuis toujours, depuis 1990, les Togolais ont payé un lourd tribut, justement par rapport à l'UFC, à l'Union des Forces du Changement, par rapport à Jégis Olympio. Autant de morts, autant de blessés, autant de réfugiés à cause de ce seul nom, Jégis Olympio. Donc, la déclaration de Jégis Olympio hier ne l'absout pas, même si c'est déjà un pas, vers les Togolais. Donc, mais il doit aller au-delà de cet appel-là au retour de la Constitution de 92 et au départ de Faure, il doit aller au-delà pour essayer de demander à Faure Gnassingbé de le rencontrer, de lui dire de quitter le pouvoir, de demander à ses ministres de quitter le gouvernement et d'appeler ses militants dans la rue. Voilà. Donc, le fait d'avoir déclaré que Faure Gnassingbé doit partir n'est pas une amende tout à fait honorable. Hein. C'est pas une amende honorable, mais il doit aller au-delà. Bien sûr que c'est un point positif pour la lutte, c'est un point positif pour l'opposition. On doit saluer cette sortie-là, disons-le ouvertement. On doit saluer cette sortie, mais on doit quand même se méfier un peu d'un Jégis Olympio qui avait déjà saboté la lutte des Togolais en 2010 déjà, lorsqu'il avait refusé de se présenter aux élections présidentielles sur des idées, sur des raisons absolument farfelues, disons-le. Donc, on doit se méfier de ce Jégis Olympio, même si sa déclaration hier ne vient que conforter les Togolais dans leur quête de changement. Eh bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Avolete pour que le Tinta, la voix de la résistance du peuple togolais innocent. La dernière question, les contestations continuent, la mobilisation est loin de s'affaiblir. Aujourd'hui encore, vous l'avez suivi, le peuple togolais est sorti dans les rues, dans plusieurs villes du pays. Quel est votre mot de fin face à cette grave crise? Innocent Sossou. Alors, pour terminer, je voulais dire à tous les Togolais de rester mobilisés, de rester déterminés comme ils le sont, de sortir massivement dans les rues, parce que nous n'avons que cette force aujourd'hui. La force des Togolais aujourd'hui, c'est la rue. Je voulais demander également à cette diaspora de rester mobilisée également, parce que quoi qu'on dise,
le fait de battre les pavés partout dans le monde entier, que ce soit en Corée du Sud, en Europe, en Amérique, en Afrique, ça a un effet dévastateur sur le régime de Faure Gnassingbé. Il faut qu'on reste mobilisé. Il faut que cette diaspora reste mobilisée. Il faut que les Togolais sortent massivement de Sinkassé à Djankassé pour montrer leur détermination à voir ce régime s'essouffler et quitter le pouvoir. Je voulais également demander à tous les Togolais, qu'ils soient dans la diaspora ou qu'ils soient sur le territoire national, de faire face à l'objectif principal, qui est la chute du régime de Faure Gnassingbé. Nous ne sommes pas encore en guerre. Il faut éviter les luttes politiciennes. Nous ne sommes pas encore à un moment où les partis doivent s'entre-déchirer. Non. L'objectif, il est là, devant nous. Chassons d'abord le dictateur Faure Gnassingbé du pouvoir. Réformons l'État. Asseyons la démocratie. À partir de là, chaque parti peut tirer son épingle du jeu. Chaque militant peut défendre son parti. Mais si déjà, alors que le dictateur est toujours au pouvoir, s'accroche à son pouvoir qui est vacillant, si déjà, au niveau des Togolais, ils se battent chacun pour sa chapelle, chacun pour son parti politique, nous n'atteindrons jamais l'objectif. Donc, je demande à tous les Togolais de l'intérieur comme de l'extérieur du pays de taire d'abord la guerre des partis politiques pour faire face à l'objectif qui est de chasser d'abord Faure Gnassingbé du pouvoir. Et nous avons déjà la victoire qui est proche. On lui a déjà donné beaucoup de coups. On lui a déjà donné beaucoup de coups et il est complètement groggy. Donnons-lui le coup fatal. Unissons nos efforts et allons jusqu'au bout. C'est-à-dire l'objectif de faire chuter la minorité pieuse avec à sa tête Faure Gnassingbé. Lorsque la démocratie viendra, effectivement, sur la terre de nos aïeux, alors les partis politiques peuvent s'entre-déchirer, ce qui est le propre même de la démocratie. Je remercie tous les Togolais qui se mobilisent au jour le jour pour que ce régime tombe. Je leur souhaite beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'abnégation. La victoire est là, nous y sommes proches. Je voulais également lancer un appel à tous les Togolais de ne pas oublier nos frères réfugiés de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils sont dans des états dramatiques. J'ai été voir moi-même sur le terrain ce que souffrent nos compatriotes, que ce soit au Ghana, que ce soit au Bénin, que ce soit dans les brousses à l'intérieur du pays, que ce soit dans les champs, nous devrons être solidaires. C'est pour ça que je lance un appel à toutes les bonnes volontés à faire des dons pour que nous puissions aider nos compatriotes qui sont contraints, excusez-moi, qui sont contraints d'être à l'extérieur du pays. Bientôt, il y aura une caravane, que nous appelons caravane de Noël, qui va retourner non seulement au Ghana, mais au nord du Bénin également. Donc, restons solidaires. À nous tous, la victoire. En tout cas, merci beaucoup, Innocent Sossou. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes journaliste et consultant international. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Bruxelles, en Belgique. Bonsoir. Eh bien, mes auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, de cette émission. La voix du peuple, c'est le peuple qui s'exprime de différentes manières. Merci de nous être fidèles sur Radio Avouleté, Coucou le Tétinta, la voix de la résistance du peuple togolais. Et merci encore une fois. Et nous devons tous retenir que nous, peuples, nous devons garder la flamme de mobilisation et nous devons être la veille patriotique. Merci de votre fidélité. Radio Avouleté. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avouleté. Radio Avouleté. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais.